l'invité de MC Première. Bonjour Philippe Dunoyer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, porte-parole donc de Calédonie Ensemble. Avant d'en venir à la politique, deux mots sur notre actualité sociale en général, qui n'est pas moins politique pour autant. D'abord, la reprise du chantier de la future polyclinique de Nouville, la clinique Ilnoumanien. Vous y croyez vraiment à cette reprise de chantier? Vous pensez que le problème des riverains est réglé? Je veux le croire en tout cas, parce que le projet est trop important pour qu'on puisse ne pas envisager que toutes les questions aient été normalement abordées et traitées en amont par le gouvernement, les institutions qui sont penchées sur cette question et puis bien sûr les promoteurs. Un chantier de 13 milliards, faut le rappeler. Oui, et surtout un chantier qui vient compléter la carte sanitaire qui a été arrêtée par le Congrès avec, vous le savez maintenant, donc un hôpital qui va se déplacer sur Doumbéa et le maintien d'une activité importante sur Nouméa avec justement ce chantier-là. Donc il était très important, névralgique que ce chantier puisse redémarrer, évidemment dans les meilleures conditions possibles. Et j'espère, je formule tous mes vœux en tout cas pour que ce chantier maintenant aille jusqu'à son terme. Plusieurs dizaines de représentants des forces de l'ordre tout de même, visiblement les membres du clan Bétoé contestent, en tout cas certains d'entre eux contestent la signature entre l'État, le gouvernement et les autorités coutumières. Y a-t-il eu des erreurs de fait dans ce dossier ? En tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'il y a eu du temps de perdu, et beaucoup, et probablement d'ailleurs beaucoup d'argent également au passage. Mais le plus important, c'est qu'effectivement, c'est très, très surprenant d'arriver à ce stade-là de préparation d'un projet aussi important, et de voir encore que des revendications comme celle-ci, même si on pourrait en parler, elles sont parfois surprenantes, que ces revendications n'aient pas été traitées en amont. Ça avait été le cas par le passé, notamment sur le projet du Médipôle, et puis même déjà sur Nouville, plus proche du projet des cliniques, par le précédent gouvernement entre 2009 et 2011. Donc c'est toujours une surprise, mais je dirais que force doit rester quand même d'abord à la loi, puis à l'intérêt général. Cynthia Ligerin sur nos antennes disait que Anthony Legrand, en charge des problèmes coutumiers et notamment au gouvernement, va suivre justement ces populations dans leurs problèmes de logement notamment. Philippe Dunoyer, donc le porte-parole de Calédonie Ensemble avec nous ce matin et avec vos questions comme tous les jours. Le 258 est à votre disposition. Autre sujet de préoccupation, Philippe Dunoyer, peut-être plus lourd qu'on imagine, la violence aux abords des établissements scolaires, notamment à Païta mais ailleurs aussi. Faut pas trop en parler, comme le souhaite le vice-recteur? Je pense que le vice-recteur, lorsqu'il s'exprime ainsi, souhaite éviter que le sujet ne continue de faire le buzz, comme disent justement les jeunes, mais on ne peut pas ne pas en parler. C'est beaucoup trop important, beaucoup trop inquiétant pour que les institutions ne se saisissent pas de ce problème qui, effectivement, connaît une accélération, d'après les données qui nous sont transmises, très forte et très, très inquiétante dans beaucoup d'établissements du secondaire et même peut-être du primaire, ce qui serait vraiment une catastrophe. Donc, Cela dit, il y en a toujours eu des bagarres dans les écoles. Alors oui, vous avez raison, il y en a toujours eu. C'est pas pour ça qu'il faut les encourager, mais là, le phénomène d'enregistrement de films et de passage de ces films crée apparemment ce que je vais malheureusement appeler une émulation. Elle est néfaste, mais elle existe. Oui, l'engrenage de l'Internet. L'engrenage de l'Internet, oui, effectivement. Là, on voit pour le coup le côté obscur de cet outil. Donc, il est nécessaire maintenant que les institutions s'en préoccupent. Moi, je sais que le membre du gouvernement en charge de l'enseignement s'est saisi déjà de cette question depuis plusieurs jours. Il va immédiatement, parce que c'était déjà le cas hier, initier une démarche commune avec des représentants d'institutions, du monde coutumier, politique et de l'enseignement naturellement, afin d'aller, j'imagine, dans les établissements, rencontrer le corps enseignant, rencontrer les élèves, rencontrer les parents d'élèves, écrire à l'ensemble de la communauté éducative et puis faire en sorte que cet engrenage s'arrête. Et vous avez une proposition pour parler un petit peu du symbole, pour essayer de faire vivre un peu différemment ou refaire vivre le symbole, par exemple de la fraternité entre les jeunes des différentes ethnies. Ah bah oui, parce qu'effectivement, c'est à l'école, dans les collèges et dans les lycées qu'on construit le destin de demain, le destin commun, l'avenir. Et donc si déjà dans le collège ou au lycée, on se retrouve avec des bagarres, des guerres rangées ou des guerres de tranchées, c'est de très mauvais augure. Donc il faut véritablement
probablement redonner des repères, redonner des signaux, encore une fois, je le disais, à la communauté éducative, mais aux élèves aussi, qui sont quand même majoritairement pas impliqués dans mais malheureusement de plus en plus nombreux concernés, pour leur redonner quelques repères qui, je pense, manquent ou font défaut à ceux qui aujourd'hui s'amusent, entre guillemets, de ce genre de film. Les valeurs, comme on dit, est-ce qu'elles n'ont pas été justement un peu délaissées pendant trop longtemps, et justement par vous, les politiques? On peut toujours considérer que les politiques ont une responsabilité en la matière. Ils sont effectivement là, vous avez raison, pour rappeler et porter les valeurs qui construisent ou qui fondent la société qu'ils sont en train d'élaborer jour après jour. Je crois qu'il y a aussi, c'est connu, une perte de repère d'une partie de la jeunesse. Je ne la stigmatise pas. Mais ça existe, ça a été reconnu. Plusieurs institutions se sont penchées sur cette problématique. Il faut maintenant, encore une fois, et ça ne pourra marcher que si il y a une unanimité, une solidarité de tous autour de cette question. D'abord parce qu'elle concerne nos enfants et qu'on est tous préoccupés par l'avenir de nos enfants et même, je dirais, le quotidien de nos enfants. Il est hors de question que les enfants aillent à l'école et que les parents les emmènent à l'école, au collège ou au lycée avec la peur au ventre. Il faut donc que ça s'arrête tout de suite. Et puis, effectivement, plus fondamentalement, leur expliquer que les valeurs qu'on prône, même si elles paraissent un peu ésotériques ou un peu abstraites, de solidarité, de partage, de respect, et d'autres encore, elles sont au cœur de leur projet de vie à eux, puisque c'est leur avenir qu'on construit, c'est pas le nôtre, entre guillemets, pour certains d'entre eux, déjà un petit peu derrière nous. Et voilà, ce sont des messages peut-être qu'on a insuffisamment répétés, vous avez raison, peut-être politiquement, il faut le redire de manière plus régulière, et puis dans le cadre des enseignements qui sont dispensés dans les établissements aussi, que ce message-là, plus de nature civique, soit délivré. Je rappelle au passage qu'il y a aussi un projet, de projet éducatif, vous savez, citoyen, un projet éducatif et un passeport civique et citoyen qui vont être mis en place et qui contribueront aussi à remettre dans les enseignements et tout au long de la scolarité des enfants des repères des citoyens qu'ils sont en devenir. Je vous propose d'aller du côté du standard. Jean-Michel est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à M. Dunoyer, bonjour tout le monde. Il est certain qu'on parle de fondamentaux et de morale. Je suis désolé, dernièrement, j'ai pu me rendre du côté pour le citer, du lycée Escoffier. Il était 11h du matin. J'ai vu des élèves consommer de l'alcool ouvertement devant l'établissement, écouter de la musique avec une tonalité qui est forte, en plus une musique dont les paroles étaient vraiment désobligeantes et vraiment hors morale. Et surtout, j'ai vu des jeunes boire de l'alcool ouvertement devant les bureaux du lycée Escoffier sans que personne n'intervienne. Et là, je me dis, mais il est certain que si on laisse faire nos enfants ce genre de dérive et qu'il n'y a personne pour les réprimander, j'ai 55 ans, il y a 40 ans en arrière, j'étais au collège. Je peux vous assurer que fumer la cigarette, on ne le faisait pas devant. Alors là, ils fument autre chose que de la cigarette. Et surtout, ils consomment de l'alcool à 14, 15, 16 ans, ouvertement sur la voie publique. Je me demande ce que font les services publics, la police, le gouvernement, je ne sais pas. Mais vous laissez aller les enfants à des dérives qu'on pourrait, comment dirais-je, dire à des dérives. On leur permet de faire ça, puisqu'effectivement, personne n'est intervenu, ni même du côté du collège, ni même du côté de la voie publique et de la police municipale. Alors j'ai pu rencontrer des policiers municipaux, donc j'en connais certains, et je leur ai donc parlé de ce que je venais de vivre. Vraiment, moi, ça m'a vraiment choqué. Donc il est certain que si on laisse boire de l'alcool à nos enfants sans rien leur dire, eh bien, il est certain que les bagarres après, ça arrive facilement. Donc vraiment, de ce côté-là, on a vraiment laissé aller nos enfants à faire n'importe quoi. Et si effectivement, on ne revient pas à des valeurs et une morale qui réprimande ce genre de fait, eh bien, on court devant un très gros danger. Et je me demande si déjà la gangrène est pas trop en avant, quoi. Enfin, merci Jean-Michel. On a bien compris. On a bien compris la réaction du. Pardon. Mais d'un papa, je suis un papa aussi. Voilà, oui. C'est ce que j'allais dire. On a bien compris la réaction du père de famille que vous êtes. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense notre invité de ce matin, Philippe Dunoyer. Laxisme, Philippe Dunoyer. Écoutez, déjà, je le remercie pour votre auditeur pour son témoignage, parce que malheureusement, il n'est pas isolé. Il a raison de réagir ainsi. Moi aussi, je suis père de famille. Donc, on a tous, je pense, le même type de réaction. Alors maintenant, de manière plus
plus honnête et plus franche. Si ces dérives existent, et elles existent, c'est que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vraisemblablement, il faut que nous retrouvions, toute institution confondue et toute compétence confondue, une union sacrée autour de la défense ou de la sacralisation de ce que l'enseignement doit être et des enfants, de nos enfants donc, qui y sont placés. Ça veut dire que, par exemple, pour prendre l'exemple qui a été cité, si des dérives, que ce soit des jeunes ou pas d'ailleurs, qui consomment de l'alcool sur la voie publique alors que c'est interdit, et pas que pour les jeunes, vraisemblablement qu'il faut à ce moment-là demander une vigilance particulière de la part de ceux qui en ont la compétence, c'est-à-dire des forces de l'ordre. La police nationale, la police municipale peut venir en renfort aussi. Ça ne suffit pas non plus, parce que tout n'est pas à remettre entre les mains des forces de l'ordre. Il faut aussi vraisemblablement que les établissements soient plus vigilants. Voilà, je parlais de laxisme juste après le témoignage de ce père de famille. C'est pas finalement un manque d'exigence qu'on voit un petit peu de partout. C'est possible. On laisse aller un petit peu l'exigence qu'on peut avoir, notamment auprès de la jeunesse. C'est toujours une question de priorité. Vous savez, on ne peut pas tout bien faire tout le temps en même temps. Et donc, moi, je pense qu'une des priorités, si ce n'est peut-être la priorité, mais après c'est difficile, mais une des priorités majeures, essentielles, c'est de préserver et de permettre à nos enfants d'avoir le meilleur enseignement possible, parce qu'accessoirement, aller à l'école, au collège et au lycée, c'est pour obtenir un diplôme, c'est pas pour boire ou pour fumer autre chose. Pour ça, il faut véritablement qu'au travers du projet éducatif qui sera mis en place, au travers du projet de service civique qui a pour objectif tout au long de la scolarité, du primaire jusqu'au secondaire, de tracer une éducation civique du petit jusqu'au plus grand. Je suis convaincu. Autant il faudra traiter tout de suite les dérives qu'on constate aujourd'hui, mais il faudra prendre en amont, c'est de la prévention, en amont tous nos enfants pour leur rappeler, en tout cas c'est ce qu'on veut politiquement, et je suis sûr qu'il y aura une unanimité là-dessus, qu'il y a un intérêt pour eux d'abord, et pour la société ensuite, pour la société dans laquelle ils vont vivre, à ce qu'ils aient la meilleure scolarité possible et qu'ils s'y consacrent, qu'ils s'y concentrent. Pour ça, il faut effectivement du travail à l'intérieur des établissements, mais là encore, ça ne suffira pas. Il faut aussi, de la même manière que à l'extérieur, on arrive à associer de manière plus étroite les parents, qu'il y ait une éducation encore plus renforcée à ce type de valeurs. C'est facile à dire, mais il faut trouver les moyens de le faire. Il faut que les institutions soient beaucoup plus vigilantes, qu'elles répètent probablement encore, comme vous le disiez tout à l'heure, des messages pour marquer tout au fil du temps qui passe l'intérêt qu'il y a à préserver les valeurs de travail, de respect, d'écoute, de partage. Oui, peut-être pas simplement le dire, mais aussi le faire vivre, quoi. Trouver des moyens de le faire. Aussi, bien sûr, montrer l'exemple. Mais le plus important maintenant, parce que c'est l'urgence, là pour le coup des urgences, c'est de faire arrêter les dérives aujourd'hui. Jean-Paul est également avec nous. Je vais vous demander, Jean-Paul, d'être relativement concis, parce qu'on a encore plein de choses à dire. Je vous en prie. Oui, merci. Alors, je vais aller très vite. Simplement, la première chose, c'est que l'éducation civique, ça se fait dans les écoles, dans les établissements scolaires, mais c'est pas là où le problème se situe. Actuellement, c'est le problème des réseaux sociaux. Les messages se passent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et c'est là que les jeunes se posent des rendez-vous pour faire ce qu'on appelle les bastons. Alors, qu'est-ce que le gouvernement peut mettre en place pour faire en sorte que ces pages, ces réseaux sociaux, ça ne se passe plus. On les coupe carrément. Voilà, merci Jean-Paul. Vous n'êtes pas clairement démuni, Philippe malheureusement, j'ai bien peur de devoir répondre à votre auditeur de manière un peu défaitiste, puisque là, il s'agit des réseaux sociaux internationaux et sur lesquels, évidemment, la Nouvelle-Calédonie n'a pas de prise. Par contre, on peut toujours imaginer que le gouvernement, par exemple, moi, je ne parle pas au nom du gouvernement aujourd'hui, mais où les institutions écrivent pour signaler sur une ou deux ou trois ou des dizaines de pages Facebook des dérives si elles sont dédiées à ce type de film. Et malheureusement, je crains que ça ne soit pas le cas. Ces films ils sont tournés et ensuite eux-mêmes tournent sur la toile et donc il est absolument impossible de les arrêter. C'est en ce sens qu'il faut arrêter qu'elles existent sur le terrain et puis éviter effectivement de trop en parler sur les réseaux. Bon, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait donc ce matin. Allez, parlons de la politique pure et dure, j'ai envie de dire. Cette modification de la loi organique que prépare l'État, notamment à propos du référendum de sortie. Hier au Congrès, la majorité des élus calédoniens a dit non, mais ça risque de ne pas changer grand-chose. On y reviendra dans un instant. D'abord, à quoi avez-vous dit non, Philippe Dinoyer ?
À plusieurs choses, en fait, deux éléments essentiels. D'abord, la modification de la composition des commissions administratives électorales, vous savez, qui révisent les listes pour les provinciales et qui réviseront ou établiront, puis réviseront les listes pour le scrutin de référendum à l'autodétermination. On a dit non parce que la proposition de l'État qui consistait à rajouter un deuxième magistrat venait bousculer d'abord un équilibre fragile et ancien dans ces commissions en Nouvelle-Calédonie, et puis venait aussi au lendemain d'un revirement brutal du positionnement de l'État sur ce qu'il convient d'appeler la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est-à-dire les conditions qui, selon la Cour de cassation aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sont nouvellement imposées aux gens pour pouvoir être électeurs. Donc Alors, pas de magistrats supplémentaires. Pas de magistrats supplémentaires, okay. Et puis pas de concentration des pouvoirs sur les mains du président, et puis surtout les cas d'automaticité d'inscription qui étaient le principal sujet. Très, très rapidement, il y a 8 catégories d'électeurs qui sont aujourd'hui dans la loi organique reconnus autorisés à s'inscrire pour participer à ce scrutin. L'année dernière, avant le comité des signataires, puis au comité des signataires, un consensus politique s'est dégagé, et je dis bien un consensus politique, pour trouver le plus grand nombre de cas d'automaticité d'inscription, parce que le principe, c'est une démarche volontaire, et le but, d'abord, était de faire que 85 à 90% des gens n'aient pas à faire une démarche. Et c'est important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne la feraient pas, cette démarche. Oui, ben voilà, il va falloir expliquer ça, et puis on imagine bien qu'on a d'autres choses à faire, et puis il y a des critères qui sont compliqués. On s'était mis d'accord sur quatre cas de figure, ceux qui ont participé au scrutin de 1998, première catégorie, pas de problème. Deuxième catégorie, aussi prévue par la loi organique, ceux qui ont ou ont eu le statut civil coutumier, pas de problème, c'est acté. Mais la proposition de l'État a oublié en chemin deux, et surtout une catégorie qui avait fait l'objet d'un consensus, celle des personnes nées en Nouvelle-Calédonie et ayant leur centre des intérêts matériels et moraux. Pour nous, ce centre des intérêts matériels et moraux, il se présume dès lors qu'on est inscrit sur une liste électorale spéciale, c'est-à-dire qu'on est électeur pour les provinciales, donc qu'on a la qualité de citoyen. Et c'est ce qu'on avait demandé à l'État. Et l'État ne l'a pas inclus du tout. Donc on n'a pas pu en l'État valider cette série de cas d'automaticité puisqu'il manquait environ 55 000 Calédoniens qui remplissent cette condition, nés en Nouvelle-Calédonie et figurant sur la liste électorale spéciale. C'était pas une demande des indépendantistes? Alors c'était, je le rappelle, il y avait un consensus politique pour que l'État expertise les modalités d'inscription automatique de cette catégorie-là aussi. Et hier au Congrès, même si effectivement on ne s'est malheureusement pas entendu sur ce cas de figure, moi je retiens quand même qu'une proposition a été faite par le député Philippe Gomez et a été validée par les indépendantistes dans son principe, qui consistera à faire expertiser juridiquement la capacité qu'on aurait à inscrire dans la loi organique qu'une personne née en Nouvelle-Calédonie et figurant sur la liste électorale spéciale pour les provinciales est bien présumé avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Parce que si on est électeur au provincial ici et qu'on y est né, je ne vois pas bien où ailleurs dans le monde on pourrait avoir son centre des intérêts matériels et moraux. Mais pour le moment, malheureusement, juridiquement, on nous dit, pour des raisons X et Y sur lesquelles je ne vais pas revenir, que ça n'est pas encore possible. Donc on a une phase d'attente, là on est dans une phase d'attente. L'État doit expertiser cette proposition, et j'espère en tout cas la valider. Et si tel est le cas, nous sommes tombé d'accord hier pour modifier la loi organique, enfin que l'État, du coup, puisqu'on n'aura plus la main, modifie la loi organique et la présente ainsi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ce que vous avez dit quand vous avez dit non, c'est en attente. Enfin, il y a possibilité. Oui, c'est non parce que c'est incomplet. Surtout, vous imaginez autant on peut voir la logique qui consiste à valider les deux autres cas, mais pour nous, il est fondamental que les enfants, parce que ce sont surtout des jeunes électeurs, nés en Nouvelle-Calédonie et inscrits sur des listes générales ou des listes spéciales en l'occurrence, puissent bénéficier de la même automaticité. Je rappelle que on parle de 160 000 personnes potentiellement. Pour le moment, il y en a à peu près la moitié qui seraient automatiquement inscrites, et ça veut dire qu'il y aurait au moins entre 60 à 70 000 personnes qui devraient faire une démarche, mais pas juste d'aller s'inscrire, d'apporter des dossiers, d'apporter des documents, on ne sait pas lesquels, l'État n'a pas dit lesquels, dans un pas de temps qui est très court, puisque maintenant il nous reste au pire 2 ans avant le référendum. Allez, une petite minute pour revenir sur le gouvernement. Ça fait 100 jours qu'on n'a pas de gouvernement, de président de gouvernement. À ce micro, on entendait Gérard Régnier hier faire le constat que finalement l'UC ne serait pas le faiseur de roi. L'UC qui n'a pas pu choisir entre Cynthia Lijard, FPU, et puis votre poulain Philippe Germain. Vous êtes satisfait qu'on vous laisse, vous les loyalistes, de régler ça tout seul ? Depuis le début,
l'orientation, je dirais, ou la stratégie mise en place consiste effectivement à trouver un accord entre formations loyalistes. C'est toujours d'ailleurs potentiel, hein. Pour le moment, on n'y arrive pas. Moi, j'ai noté quand même une initiative prise par les indépendantistes de l'Union calédonienne et de l'Uni Palika pour trouver, avec les autres formations politiques, une sortie de cette crise. Vous continuez à y croire à cette possibilité? Oui. Je continue à y croire et je suis un petit peu surpris de ce que Gérard Régnier a pu vous dire, puisqu'en fait, moi, j'ai compris que si aujourd'hui l'Union calédonienne n'avait pas décidé de trancher, n'avait pas non plus fermé la porte à la recherche d'une solution sur ce point. Au contraire, ils nous ont expliqué qu'ils allaient continuer de faire un tour des formations politiques, de discuter tous ensemble de cette sortie. Ils voulaient même se laisser imaginer qu'on pouvait peut-être arriver, ça serait vraiment très bien, disait-il, à une unanimité. Oui, c'est arrivé qu'une seule fois par le passé, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, qu'un président ou une présidente du gouvernement soit élu avec des voix loyalistes ou indépendantistes, ce serait pas une première. Unanimité, ça n'est arrivé qu'une seule fois, mais pourquoi pas? Donc il ne faut pas se fermer les portes et considérer, moi en tout cas je ne considère pas que les initiatives prises de part et d'autre sont terminées. Il faut trouver une solution à cette crise, il faut la trouver le plus rapidement possible, et Calédonie Ensemble y jouera et prendra toute sa part. Le porte-parole de Calédonie Ensemble, Philippe Dunoyer, notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter, bien sûr, comme tous les jours, en cliquant sur ncpremière.nc. Philippe Dunoyer, merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre invitation.